Donc, je me représente, Dominique Robert, je suis le co-directeur pour le Québec de l'Institut France-Québec Maritime, l'IFQM. Et puis, pour faire une petite présentation sur l'Institut, mais tout d'abord, depuis 2018, l'Institut a financé plusieurs initiatives de maillage, donc des échanges entre des chercheurs, des chercheuses du Québec et de la France. Donc, au début de l'Institut, il fallait apprendre à se connaître. Donc, il y a eu plusieurs vagues de tels échanges qui ont ensuite permis de lancer certaines initiatives en recherche. Par exemple, l'IFQM a joué un rôle important dans la mise en œuvre d'un grand concours conjoint entre l'Agence nationale de la recherche en France et nos FRQ au Québec. Donc, ces projets vont arriver à terme bientôt, en 2024. Nous avons aussi participé au financement de thèses réalisées en co-tutelle. Je pense que le prochain présentateur va en parler de la thèse de Julie Viana, qui est un bon exemple de ce qu'on fait, et puis aussi des stages postdoctoraux. Donc, ce sont des projets en cours. On peut commencer à présenter certains résultats. Les initiatives de l'Institut commencent à porter fruit. Donc, on organise une petite session pour vous montrer que c'est payant de travailler finalement de façon conjointe avec les complémentarités des expertises entre le Québec et la France. Et puis, une des zones d'études qui est privilégiée, c'est l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se situe vraiment entre le Québec et la France continentale, d'une façon géographique. Donc, l'IFQM a été beaucoup impliqué à Saint-Pierre-et-Miquelon, de par une université d'été, de par des initiatives en recherche. Donc, nous allons voir un petit peu à ça aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous présente Fabrice Telechtea, qui est chercheur enseignant à l'Université de Lorraine à Nancy. Et puis, il va nous parler de la coopération, de la place de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la coopération France-Québec. Est-ce que tu préfères un micro main libre? Non, pas bien. Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé, je dois prendre l'avion ce soir, donc je vous remercie d'avoir accepté de déplacer ma présentation. Donc je suis extrêmement heureux d'être ici, qu'on nous donne le temps pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis je suis toujours ravi de parler de mon archipel natal. Donc tout ce qui a été présenté ce matin, notamment, a beaucoup résonné en moi. Et j'ai un peu l'impression parfois d'être un extraterrestre quand je vis en métropole, enfin en France métropolitaine. Mais dès que je viens parmi vous, voilà, tout redevient extrêmement naturel. Alors j'aurais dû vérifier comment on déplace les diapos avant. J'imagine c'est comme ça. Ok, c'est bon. Je m'en suis sorti. Oui, c'est pas si compliqué que ça. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon? Eh bien voilà, je suis né à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, comme vous le voyez, c'est la seule présence française et même européenne dans l'Atlantique Nord. Donc on a toujours une position géographique qui reste aujourd'hui, hein, et on est la seule présence. Vous savez bien qu'historiquement, il y avait beaucoup plus de territoires français en Amérique du Nord. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, moi ça me fait toujours rire quand je viens ici parce que vous avez des dimensions complètement gigantesques. Et moi je suis né à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc Saint-Pierre c'est 8 km sur 7. D'accord? Et pour moi c'était immense quand j'étais gosse, quoi. Donc quand on allait à Miquelon-Longlade, c'était toute une expédition. Voilà. Donc c'est un archipel où on est 6000, donc ça reste quand même un archipel où il y a énormément de place et encore beaucoup de choses à faire. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, on a parlé de la morue. Donc voilà, moi je suis issu d'une famille de marins-pêcheurs, tous mes oncles. Et puis si on remonte encore une génération, on était tous impliqués plus ou moins dans la pêche. Et comme l'ensemble de la région, on a subi le plus grand effondrement mondial qui est la pêche à la morue. Alors les grands bancs de Terre-Neuve, c'est très connu, hein, tout le monde connaît, mais il y avait un tout petit territoire français qui a encore plus souffert, ou autant souffert en tout cas, et c'est jamais revenu. Et à tel point que voilà, aujourd'hui, l'activité de pêche est, je dirais pas anecdotique, parce qu'elle existe encore, mais n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était, quoi. Et puis on a eu deux coups sur la tête dans les années 90, donc je m'en rappelle, hein, j'avais à peu près une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu l'effondrement de la pêche, moratoire, et en plus, on a un peu perdu contre vous, les Canadiens. Donc pendant longtemps, on vous en a voulu. Maintenant, ça va mieux.
Mais encore que, si je suis là, si ça va. Mais en fait, on a perdu aussi notre zone d'exploitation, ce qui fait que nous, on est 3 cailloux sur l'eau, et donc la mer, c'est tout. C'est notre identité, c'est notre raison de vivre, c'est notre économie, etc. Et donc, on l'a vécu extrêmement violemment, et ça nous a mis... je crois qu'aujourd'hui, la génération qui me précède ne s'en est toujours pas remis. Moi, je pense que je m'en remettrai difficilement, et voilà, ça a marqué vraiment beaucoup, surtout qu'on a un petit territoire. Alors ça, donc on avait des chalutiers, on était quand même extrêmement bien équipés. Et ce qu'il faut voir surtout, qu'il y avait 50% du secteur privé qui vivait de la pêche, quoi. Et pour l'anecdote, vous voyez les grands bâtiments bleus, là, c'est en face de ma chambre d'enfance. Donc depuis que je suis né, c'est ce que je vois. Et ça s'est arrêté en un clin d'œil. Donc vous avez foutu 50% des gens au chômage en quelques jours, en quelques semaines. Donc je suis toujours très ému quand je le présente parce que c'est toujours très vivace. Et surtout si c'était il y a 30 ans. Et donc j'adorais vous raconter une histoire pour vous expliquer comment on a rebondi et que c'est extraordinaire et on s'en est sorti. Eh ben non. En fait, on ne pouvait pas s'en sortir. Donc en tant qu'universitaire, j'ai voulu poser à plat ça. J'ai fait tout un travail qui sort de mes compétences, parce que je suis un sale poissonnier, donc je connais que le poisson, puis je suis un biologiste. Donc j'ai fait tout un travail un peu bizarre peut-être, mais j'ai essayé de compiler toutes les conséquences potentielles qu'il y avait eu. D'abord pour moi, pour essayer de comprendre, et puis pour essayer de proposer quelque chose. Donc ça, c'était le passé. La transition va être hyper violente, parce que j'ai que 5-6 minutes. Donc il faut faire autre chose, quoi. La pêche à la morue, ça va, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, vous pouvez aller sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous demandez ce que c'est l'aquaponie, tout le monde connaît. Donc, j'ai essayé de proposer il y a 6 ans, quand le conseil territorial m'a proposé d'essayer d'aider l'archipel à faire autre chose. J'ai proposé de faire l'aquaponie. Donc, l'aquaponie, pourquoi? En fait, ça permet de régler 2 potentiellement problématiques. La problématique d'avoir des légumes et des fruits frais tout au long de l'année, et aussi de produire donc des poissons. Et je dirais même, pour l'archipel Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est probablement plus la production de plantes tout au long de l'année qui est la plus importante. Et puis bon, l'aquaponie, ça fait parler, hein. C'était extrêmement innovant, c'est extrêmement innovant. Oui, pour l'archipel, en tout cas, ça l'était. Donc c'est la production hors sol de poissons ou d'autres animaux aquatiques, et vous allez coupler ça dans un même système avec l'hydroponie, donc de la production hors sol. Les deux coexistent partout, l'idée c'est de les mettre ensemble. C'est assez ancien, mais bon, là c'était innovant. Donc on a fait ça, et en tant qu'enseignant, moi j'ai heureusement accès à plein d'étudiants, donc tous les ans je les ai motivés. Je vis en Lorraine, hein, donc je leur disais qu'on avait fait un projet sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était un peu... Mais bon, j'arrive à les convaincre. Et donc on a fait ça beaucoup, et puis c'est là que j'ai commencé à de plus en plus me rapprocher finalement avec le Québec, et on avait fait il y a 2 ans, puisqu'il y a des problématiques extrêmement similaires sur les petites communautés, sur la sécurité alimentaire de ces petites communautés, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais partout sur le Québec, vu comme c'est immense. Donc c'est vraiment la production locale. Donc il y a tout un tas d'amis québécois en fait qui avaient eu la même idée, donc on a essayé de se regrouper ensemble. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous faire retenir, c'est que oui, je pense qu'on peut développer des productions un peu partout. Alors ça demande de la technicité bien sûr, mais ça a un sens, et ça fait sens pour beaucoup de gens. Alors retour en aquaponie à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc l'idée c'est pas de travailler qu'avec les enfants, on a fait ça, on a à peu près sensibilisé 400 à 500 jeunes sur cette technique. Ça marche super bien avec les gamins. Vous mettez un poisson rouge d'une salade, voilà, vous faites toute la biologie là-dedans. Ça marche très très bien. Donc on peut le faire aussi en pleine mer, c'est ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée, l'IMTA. Donc à Saint-Pierre-et-Miquelon on pourrait le faire. Et si on retourne en circuit fermé, eh ben, on a la chance, heureusement, on a très peu de poissons, hein, vous vous doutez bien, on a 7 poissons diadromes. Donc, et on a la chance quand même d'avoir l'amble de Fontaine. Ouf, on a un poisson qui a un potentiel économique. Et donc, on a fait travailler des étudiants pour essayer de voir si c'était possible. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Céline Audet, que je ne présente pas puisqu'elle est connue à peu près de tout le monde, j'ai l'impression. Donc, avec Céline, on a l'IFQM, a eu la gentillesse, j'en sais rien. Enfin, on a eu une bourse de l'IFQM. Et on a eu la chance, là, pour le coup, de recruter Julie Viana. Donc, deuxième mot-clé, voilà, l'aquaponie. Le troisième, c'est donc l'amble de Fontaine. Et puis, donc, Julie fait un travail extraordinaire parce qu'il nous fallait vraiment quelqu'un qui soit capable de travailler au Québec, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en métropole, et extrêmement autonome.
au-delà des compétences techniques, donc c'est une perle rare et vraiment on est très satisfait de cette collaboration. Et ça marche très très bien. Et comme on est que 6000, je peux vous dire que Julie est très connue maintenant aussi sur l'archipel. Donc l'Amble de Fontaine, bon, on a fait un petit site web. Julie m'a dit qu'il était nul. Oui, mais tu vois, moi, je gère pas ce genre de truc. Donc voilà, on va essayer de l'améliorer, mais peu importe. Voilà, alors, dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui s'intéressaient à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça, c'était une erreur que j'avais faite. Je pensais qu'il n'y avait pas tant de gens que ça intéressait. Non, au contraire. Et donc, on a mis en place, avec le professeur Daniel Poli, un congrès scientifique en 2021. Je vous rappelle, fin de pandémie. 15 jours avant, on n'avait pas d'avion. Donc, c'était un peu sportif. Et donc, on voulait mettre les femmes à l'honneur. Pourquoi les femmes à l'honneur ? Moi, je n'ai pas besoin de le justifier, mais parfois, il faut le justifier. En fait, je viens d'un endroit, c'est que des marins-pêcheurs. Donc, comme je dis toujours, on m'a toujours raconté l'histoire des marins, l'histoire de mes grands-pères, voilà, mais jamais de mes grands-mères. Donc, c'était donner la parole aux femmes. Donc, c'est une marraine de l'événement, et ce sera toujours une marraine et pas un parrain. Et puis, le comité scientifique, là, c'était 5-5, 5 Canadiens et puis 5 Français. Et puis, donc ça a très bien marché. On a eu 240 auteurs. Donc, je sais pas, on est 6000 Pékin, hein, donc il a fallu vraiment trouver plein de gens. Et il y a plein de gens qui travaillent sur Archipel. Et ce que je voulais, c'est d'avoir des locaux. Donc, on a associé, c'est un événement complètement différent. En fait, c'est comme ici, c'est-à-dire essentiellement des scientifiques, mais les gens viennent, des jeunes, des professionnels de tout niveau. Et c'est ouvert et c'est gratuit. Donc des fois on est 20, des fois on est 70 et on ne sait pas à l'avance. Donc 4 principaux thèmes qu'on a gardés, donc pêche, aquaculture, sciences participatives et éducation, puisque c'est fondamental. On a beaucoup parlé, hein, il faut former une nouvelle génération à tous ces métiers en fait. Si vous ne voyez pas les métiers, une minute, on continue. Biodiversité aquatique. Non, mais je me connais. Donc on a fait un numéro spécial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire un numéro 2. Donc, ok, je continue. Un numéro 2. Donc, cette fois-ci, la marraine de l'événement, c'était une femme extraordinaire, Christine Follet. Et là, on a poussé le bouchon encore plus loin, c'est-à-dire que le comité scientifique n'est que féminin, et donc on n'aura que des femmes qui seront dans le comité scientifique. Donc, pareil, là, on a mis la région Normandie à l'honneur. Tout a été filmé. Et alors, je voulais finir par ça, c'est bien, comme ça il me reste mes 20 secondes. Cette année, on met les îles de la Madeleine à l'honneur. Donc, je parlais de Céline, mais il y a aussi Karine Rioux et puis, elle est partie, Lynn Morissette, qui sont dans le comité scientifique. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre sur la liste de diffusion. Et l'idée, en fait, de ce congrès, c'est de faire le pont entre la France et, de façon très prétentieuse, bien sûr, entre la France et le Canada via Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que pour plein de gens, en métropole et au Canada, c'est très exotique de venir à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous voyez. Donc on se retrouve, on est une trentaine ou une quarantaine, et si c'est comme les 2 premières éditions, franchement, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Il y a peut-être une question. Attendons de voir. Est-ce qu'il y a une question pour Fabrice avant que tu te sauves en avion? Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc, on va enchaîner avec la mienne. C'est ça, oui. On va laisser le temps à la technique. Parfait, merci. Donc, à mon tour de vous faire une présentation qui est en lien avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette fois-ci, c'est pour vous parler d'un grand poisson, le flétan de l'Atlantique. Et puis, Fabrice mentionnait que ça va très mal pour les pêcheries, mais bon, pour le flétan, ça va bien. Ce qui va mal, c'est l'acquisition de données pour un grand poisson comme ça. On a de la difficulté à comprendre sa biologie, même son cycle de vie. Et puis, pour une ressource qui va bien, il est temps de mieux l'étudier en vue de la protéger. Donc, le projet qui s'appelle Flamenco, c'est un projet qui fait intervenir un grand groupe d'auteurs, de participants. Donc, ça fait intervenir des gens des universités du Québec et de la France. Donc, vous le voyez ici, l'Université du Québec à Rimouski est bien représentée, l'Université du Québec à Chicoutimi. Du côté de la France, l'Université de Lorraine avec Fabrice, UBO à Brest. Et puis, on a aussi des représentants des agences fédérales de part et d'autre de l'Atlantique qui sont impliqués dans la gestion des stocks de poissons. Donc, Pêche et Océan Canada et puis aussi l'Ifremer.
Donc, c'est un grand projet qui est centré au niveau de la France sur Saint-Pierre-et-Miquelon et puis au niveau du Québec dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, au niveau de Saint-Pierre, bien, c'est ce que Fabrice vient de mentionner. On s'est assuré de faire intervenir toutes les parties prenantes, donc les pêcheurs, mais aussi la communauté dans un sens plus large, pour que le projet ait une bonne acceptabilité. Donc, l'objectif principal, c'était de développer nos connaissances, comme je le mentionnais, sur ce grand poisson en montant une équipe d'ampleur pluridisciplinaire, intersectorielle. Et puis, on voulait comprendre des aspects clés de la biologie, de l'écologie de l'espèce, mais aussi de son économie, l'économie de cette pêche-là, en vue de mieux conserver, de mieux protéger la ressource dans le contexte où, justement, ça va bien. C'est une espèce qui est en augmentation, puis on ne peut pas se permettre de faire des nouveaux fiascos à ce niveau-là. Donc, il y a 2 sous-objectifs du projet que j'aimerais traiter au cours de cette présentation parce on a peu de temps. Donc, le premier, c'est sur la distribution et les migrations du flétan dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis, le deuxième, qui est au niveau du golfe du Saint-Laurent, c'était de localiser les zones de ponte qui étaient inconnues, pour assurer finalement la protection d'un habitat essentiel et puis de la conservation de l'espèce. Donc, l'objectif 1, comment on fait pour suivre les migrations du flétan? Plusieurs personnes parmi vous l'avaient déjà vu dans des présentations que j'ai déjà données. On utilise des balises satellites qu'on fixe au flétan qui passent finalement 1 an dans l'eau. Et puis, comme vous voyez sur le schéma en bas à droite, bien, le flétan, lui, il se promène et puis la balise satellite enregistre les profils de différentes variables, en particulier la profondeur, la température. Et puis, elle se détache au bout d'1 an et puis elle transmet des données par satellite. Et puis, si on repêche la balise, on a l'accès à l'ensemble des données, ce qui nous permet de modéliser sur l'ensemble de l'année les déplacements de l'animal. Donc, comprendre les déplacements, mais aussi sa distribution. Donc ici, les retombées qui étaient visées, c'est vraiment de comprendre est-ce que le flétan qui se situe au niveau de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est un flétan local ou est-ce que c'est plutôt un flétan qui se mélange beaucoup avec la grande population de l'Atlantique, puisque le flétan, c'est une espèce qui ne fait pas partie de l'accord Canada-France sur les pêches. Puis ça, c'est un problème lorsqu'on veut, qu'on veut gérer les stocks d'une bonne façon. Donc, je vous présente un vidéo relativement court pour vous montrer comment ça se passe, le travail en mer. Donc, je le mentionnais, on a fait affaire avec la communauté. On est allé sur les navires de pêche pour attraper les flétans. Donc, là, vous le voyez ici, un collègue de Terre-Neuve avec les pêcheurs. Donc, on appâte les palangres, qui sont les longues lignes qu'on... Je devrais peut-être on va le passer. Mais donc, on appâte les longues lignes qu'on met à l'eau et puis le flétan remonte à la surface. Et puis là, on pose la balise satellite puis on renvoie le poisson au fond. C'est une méthode qui est bien approuvée, là. Si vous vous posez la question, c'est un poisson qui est très robuste. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et puis, il transporte son étiquette toute l'année. Et puis là, ce que vous voyez ici, c'est un diagramme où on voit la position de pose de la balise satellite et puis la position de remontée qui est tout près. Vous voyez le X et le losange tout près de l'archipel. Et puis le poisson se promène entre les 2 positions tout au long de l'année. Donc, si j'active les résultats de la modélisation, vous voyez tout au long de l'année où le poisson s'est promené. Donc, il s'agit ici d'un flétan qu'on pourrait qualifier de résident. Donc, il s'est promené dans les chenaux très proches de l'archipel. Et puis, c'est là qu'il s'est nourri l'été. Il s'est probablement reproduit là l'hiver. Et puis là, il est revenu exactement au même endroit l'été suivant. La balise s'est détachée, puis on l'a récupéré. Tous les flétans ne sont pas pareils. Donc, là, vous voyez encore une fois une position de pose de la balise, une position de détachement qui sont presque pareilles. Mais quand on regarde les mouvements du poisson, on voit qu'à l'automne, le poisson se déplace très rapidement vers vraiment la côte atlantique.
avant de revenir l'été suivant au même endroit. Donc, ce sont des poissons que, lors de la saison de la pêche, se situent au même endroit, mais lors de la saison de reproduction, qui est en hiver chez le flétan, ils se situent à des endroits très différents. Donc, il y a des implications ici intéressantes. Là, on voit sur 5 poissons différents, on a un gradient, on a des poissons très, très locaux, et puis des poissons qui se déplacent vraiment au même endroit que ceux du grand stock atlantique. Donc, ça nous donne une idée qu'il y a un mélange de stratégies qui existe dans cette région-là. Maintenant, je saute à l'objectif numéro 2. L'objectif numéro 2 dans le golfe du Saint-Laurent, on avait déjà fait beaucoup de travail de marquage, et puis on en était venu sur l'image à droite à mieux connaître les zones de ponte estimées par les balises satellites. Donc, vous voyez les nuages de probabilité de distribution, c'est les zones de ponte estimées par les balises dans le chenal laurentien en profondeur. Et puis là, on a profité finalement de l'opportunité unique des missions Odyssée Saint-Laurent à bord du brise-glace Amundsen en hiver. Ça a été présenté par Guéchet hier dans un contexte du zooplancton. Mais un des objectifs, c'était vraiment d'attraper les larves de flétan qui autrement sont impossibles à échantillonner parce que c'est sous un couvert de glace. Donc, on a besoin d'une plateforme comme ça pour tenter notre chance. Donc ici, les retombées prévues de l'objectif, c'était de se doter d'une meilleure connaissance de la distribution des larves pour mieux comprendre cet habitat essentiel lors des premiers stades de vie, et puis ensuite de pouvoir comprendre possiblement là où les jeunes juvéniles passent leurs premières années de vie. Et puis les endroits où on a détecté des larves de flétan lors de ce relevé-là, c'est dans des endroits où la modélisation de la distribution nous montrait des zones de ponte estimées. Donc, on était content de voir ça. C'est très, très peu de larves en réalité. On a attrapé 10 larves de flétan, dont 8 étaient du flétan atlantique et 2 étaient du flétan du Groenland. Donc, vous allez me dire, pour un biologiste, ce n'est pas des grands nombres, mais c'était la première fois qu'on récoltait du flétan de façon dirigée comme ça au stade larvaire. Et puis, ça a donné une publication. C'est un peu comme dans le bon vieux temps, lorsqu'on faisait une découverte vraiment d'une nouvelle espèce, on pouvait facilement publier. Bien là, le flétan, c'est un peu ça. Il y a tellement peu de données que toute information utile sur la distribution larvaire est bienvenue par la communauté scientifique. Donc, un bel objectif quand même accompli par l'équipe ici. Donc, ça va nous permettre, dans une seconde étape, ces données-là, de distribution de larves, d'estimation de ponte également, de modéliser la dérive. Donc, ça, c'est un projet qui est en collaboration avec l'équipe de Danny Dumont. Donc, vous voyez la postdoc qui a bougé vers d'autres postes maintenant, mais Christiane Dufresne a fait déjà un beau travail préliminaire qu'on va poursuivre pour vraiment utiliser ces données-là pour comprendre là où les larves quelles zones côtières vont être atteintes pour voir où est-ce que les jeunes flétans se développent dans leurs 2 premières années de vie, ce qui est quand même incroyable, mais on ne le sait pas du tout présentement où ça se trouve dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, dernière diapo sur les retombées, les prochaines étapes. Donc, bonne nouvelle, on poursuit dans le contexte post-pandémie le marquage satellite à Saint-Pierre et Miquelon en 2023 avec une nouvelle collaboration avec les pêcheurs de Miquelon cette fois-ci. Donc, on espère pouvoir offrir des données utiles pour relancer les discussions dans l'accord Canada-France sur les pêches. Ensuite, on veut impliquer les élèves du lycée à Saint-Pierre pour disséquer les contenus stomacaux des flétans et puis nous fournir des informations sur le régime alimentaire et le rôle qu'a ce grand poisson-là dans l'écosystème. Et puis, dans le golfe, comme je le mentionnais, bien, notre prochaine étape, c'est d'en apprendre plus sur la distribution des jeunes juvéniles. Donc, ces données-là issues du projet Flamenco vont être bien utiles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il y a une question, peut-être.
Juste curiosité, tes flétans, là, qui étudient qu'il y a comme une population qui semble être plus résidente, l'autre qui bouge plus, t'as-tu regardé au niveau de la génétique, voir s'il y avait des différences, si c'est des populations différentes? On n'a pas analysé, on n'a pas fait de génomique là, en ce sens-là, mais c'est aussi des comportements qu'on observe dans le golfe du Saint-Laurent, des poissons très résidents, puis d'autres qui migrent beaucoup. Et puis les études en génomique, le mélange est trop important pour qu'on voit des différences. Donc, c'est pas facile. Ce serait plus simple d'utiliser, par exemple, la chimie de l'otolite pour mieux comprendre comment, dans le cycle de vie, ces stratégies-là peuvent changer ou quand est-ce que ça commence, ces migrations. Donc, on est plus dans cette tendance-là présentement. C'est bon. Merci.